Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le 6e et dernier webinaire des mardis de la vaccination 2021. Donc, je suis le docteur Lise Jacques-Nathalie et on va traiter ensemble la question du rattrapage vaccinal au travers de quelques cas cliniques. Donc, je me présente, je suis médecin coordonnateur du CFPD 53, c'est le Centre fédératif de prévention et de dépistage de la Mayenne, qui regroupe 3 champs d'activité: la santé sexuelle avec un CEGID, la vaccination avec un centre public de vaccination et la tuberculose avec un CLAT, un centre de lutte anti-tuberculose. Le site principal du service est implanté au centre hospitalier de Laval. Et nous intervenons également sur le département de la Mayenne sur 2 antennes, une à Mayenne, une à Château-Gontier-sur-Mayenne, avec également un certain nombre d'activités hors les murs sur l'ensemble du département. Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone qui s'affiche, ainsi qu'à l'adresse mail. C'est le secrétariat du service, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette présentation, sur ce sujet ou sur d'autres situations en lien avec la vaccination ou à l'avenir des questions pour des patients. Donc, je vais passer rapidement sur l'intérêt du rattrapage vaccinal parce que si vous suivez ce webinaire, c'est que vous le connaissez certainement déjà. Mais je voudrais juste souligner le fait que la pandémie de Covid-19 a eu pour effets collatéraux, et notamment avec les mesures de confinement, une baisse des couvertures vaccinales et un retard qui s'est accumulé et qui n'a pas été rattrapé à ce jour. Et en fait, on peut le mettre en lumière avec la baisse des délivrances des vaccins qui a pu être quantifiée par rapport à l'attendu. Et on peut estimer que c'est 950 000 enfants, adolescents et adultes qui n'ont pas bénéficié de leur rappel de vaccination antitétanique, en tout cas entre mars 2020 et avril 2021. 377 000 vaccins contre le papillomavirus qui n'ont pas été administrés, 266 000 ROR et un petit peu plus de 80 000 pentavalents et hexavalents du nourrisson. Et en fait, la crainte de résurgence d'épidémies de maladies infectieuses, dont celle à prévention vaccinale, est réelle. Et ça, dès lors que les mesures barrières et de distanciation seront levées. Sachant que si on regarde les données de couverture vaccinale préalable dont on dispose, pas toutes récentes d'ailleurs, mais on voit bien que la question du rattrapage était déjà un sujet légitime de préoccupation. On a des données relativement récentes pour le papillomavirus, avec quand même 2/3 des jeunes filles de 16 ans en 2020 qui n'étaient pas vaccinées contre le papillomavirus, en tout cas pas à jour de cette vaccination. 60% des 15-19 ans qui n'étaient pas vaccinés contre le méningocoque C. Pour la vaccination DTP, c'est des données plus anciennes qui datent de 2012, avec une couverture vaccinale chez l'adulte qui était estimée à 50%. Et on a des données encore plus anciennes, mais pour la coqueluche, à l'âge de 15 ans, en 2008-2009, c'est 30% des adolescents qui n'étaient pas à jour et presque 60% qui n'étaient pas vaccinés contre l'hépatite B. Mais au vu du retard accumulé dans les 18 derniers mois et du phénomène de dette immunitaire lié aux mesures sanitaires qui s'imposaient, c'est plus que jamais aujourd'hui le rattrapage vaccinal un enjeu de santé publique. Donc, on va aborder le rattrapage vaccinal sous l'angle de 2 cas de figure, selon que le patient a des documents vaccinaux ou non. Dans tous les cas, on va s'attacher pour chaque patient à déterminer de quelle recommandation vaccinale il relève. Donc, la vaccination diphtérie, tétanos, poliomyélite, elle va concerner tout le monde, et d'autres recommandations vont varier en fonction de l'âge et ensuite selon le terrain, le mode de vie, la profession. Une personne peut faire l'objet de recommandations vaccinales particulières.
selon le risque d'exposition ou la vulnérabilité éventuelle vis-à-vis de telle ou telle maladie à prévention vaccinale. Par exemple, comme vous le savez, la vaccination contre le papillomavirus fait l'objet d'une recommandation universelle depuis l'extension aux garçons au début de l'année 2021 et elle concerne tout le monde, donc à partir de l'âge de 11 ans, avec un rattrapage pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié jusqu'à 19 ans révolus. Et à partir de l'âge de 20 ans, il existe une recommandation vaccinale particulière qui va concerner uniquement les HSH, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et ça jusqu'à 26 ans révolus. Ça nécessite quand même, vous le savez, de bonnes connaissances des différentes recommandations vaccinales et de leur évolution, en tout cas de savoir s'y référer régulièrement. Donc, le premier cas de figure, le patient se présente avec des documents vaccinaux attestant de ses antécédents vaccinaux. Quand on parle de documents vaccinaux, il peut s'agir du carnet de santé, d'un carnet ou d'une carte de vaccination, d'un certificat de vaccination, mais aussi des données du dossier médical ou encore d'un carnet de vaccination électronique. On peut aussi avoir pour preuve vaccinale une cicatrice pour la vaccination BCG qui, à partir de 1980, va signer en fait un antécédent de vaccination BCG. Pourquoi à partir de 1980? Parce qu'avant, il y avait aussi la vaccination contre la variole qui était réalisée et qui pouvait, elle aussi, laisser une cicatrice. Alors, j'ai choisi de vous présenter quelques cas cliniques qui vont traiter du rattrapage en population générale principalement, sans rentrer dans les spécificités des recommandations particulières, parce que d'abord, c'est la base et puis ça va permettre d'avoir les outils, les clés nécessaires à la conception des stratégies de rattrapage. Et puis surtout parce que finalement, la plupart des questions qui me sont soumises par des collègues, des consoeurs ou des confrères vont concerner des situations similaires à celles que je vais vous présenter. Donc, on va commencer avec Nicole. Et la première chose que je fais pour analyser des documents, c'est de calculer et de déterminer l'âge exact qui va servir de repère pour la suite. Donc, elle est née le 29 avril 1979. Donc, aujourd'hui, elle a 42 ans. Et donc, on commence la lecture et l'analyse. Donc, on voit à gauche qu'elle a bénéficié de la vaccination contre la tuberculose, qui était généralisée et obligatoire à l'époque. On avait même des revaccinations. Elle a vraisemblablement bénéficié de 2 vaccinations. Et à droite, on voit qu'elle a eu une primo-vaccination, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche complète, le premier rappel et ensuite des rappels jusqu'en 95. Alors, pour mémoire, et surtout pour les plus jeunes d'entre nous, je vous rappelle que le calendrier vaccinal pour la vaccination DTP a été modifié depuis 2013. Avant cette date, le calendrier était celui qui s'affiche sur la diapo. La primo-vaccination comportait 3 doses à 1 mois d'intervalle, minimum 3 semaines, aux âges de 2 mois, 3 mois et 4 mois, et un premier appel à 16-18 mois. Et en fait, on appelle ce type de schéma un schéma 3+1. Donc, on va le mentionner plus tard à plusieurs reprises. Et c'est le schéma qu'on va observer dans les documents vaccinaux, tous ceux qu'on va analyser avant 2013, bien sûr. Et on est passé en fait depuis à un schéma de primo-vaccination 2+1, avec 2 doses à 2 mois d'intervalle aux âges de 2 et 4 mois et un premier appel à l'âge de 11 mois. On voit aussi qu'avant, il y avait un rappel à l'âge de 16-18 ans, qui n'est plus d'actualité, mais on le verra aussi souvent dans les documents vaccinaux. Et ensuite, à l'âge adulte, c'était des rappels décennaux qui étaient recommandés. On est passé en fait depuis 2013 à des rappels à des âges fixes, aux âges de 25, 45 et 65 ans, avec comme règle d'avoir entre 2 rappels toujours plus de 5 ans et moins de 25 ans. Et c'est une règle qui va être utile à chaque fois pour savoir comment se recaler sur le calendrier vaccinal. Au-delà de 65 ans, les rappels vont être recommandés tous les 10 ans à des âges fixes également. Et entre 2 rappels, on devra avoir, au-delà de 65 ans, plus de 5 ans et moins de 15 ans.
Pour ceux pour qui cette gymnastique n'est pas encore tout à fait instinctive ou en cas de doute ou en cas de fatigue, on trouve dans le calendrier vaccinal des tableaux qui permettent de déterminer, en fonction de l'âge du patient le jour de la consultation en abscisse et de l'âge au moment du dernier rappel en ordonnée, la conduite à tenir pour se recaler sur le calendrier vaccinal. Ça va être soit en bleu un rappel immédiat, puis au prochain rendez-vous vaccinal, c'est-à-dire sur les âges 45, 65, 75, etc., selon les cas, ou en jaune, la personne est considérée aujourd'hui à jour et elle relèvera d'un rappel au prochain rendez-vous, au moment du prochain rendez-vous vaccinal. Donc, si on revient à Nicole, qui est âgée de 42 ans, qui a eu son dernier appel en 95. Elle avait 15 ans. Donc, si je me réfère au tableau, on va lui recommander un rappel immédiat et le prochain rappel ne sera pas à 45 ans, puisque ça ferait moins de 5 ans entre deux rappels, mais au rendez-vous vaccinal suivant à 65 ans, ce qui fera bien moins de 25 ans entre deux rappels. Alors, ensuite, doit se poser la question de la coqueluche. Donc, on voit que Nicole, elle a eu son dernier appel coqueluche en 1985. En fait, la règle générale, c'est que la vaccination coqueluche, elle doit systématiquement être associée à chaque dose de DTP jusqu'au rappel des 25 ans. Et ensuite, en dehors de ces situations, elle va être recommandée pour les personnes qui se trouvent en situation de cocooning, c'est-à-dire susceptibles d'être en contact étroit avec un nourrisson pendant ces 6 premiers mois de vie. En pratique, pour les moins de 25 ans, on va proposer une vaccination DTP coqueluche si leur dernière injection de coqueluche date de plus de 5 ans. Et je dis DTP coqueluche parce qu'en fait, on ne dispose pas de vaccin monovalent coqueluche, donc forcément, on va l'associer au DTP, sinon rien. Et pour les plus de 25 ans, si la dernière injection date de plus de 10 ans, la dernière injection de coqueluche. Si une personne a reçu son rappel à l'âge prévu DTP coqueluche à 25 ans, en fait, ça signifie qu'elle relèvera d'un rappel comportant la coqueluche à partir de 10 ans après, donc à partir de 35 ans, si elle se retrouve en situation de cocooning, par exemple un projet de grossesse ou dans l'entourage, un projet de grossesse dans l'entourage proche. Et en dehors donc de ces situations de cocooning, les personnes de plus de 25 ans qui n'auraient pas reçu ce rappel coqueluche doivent se voir proposer un rattrapage, donc une dose de DTP coqueluche jusqu'à l'âge de 39 ans révolu. Et à savoir qu'entre une dose de DTP et de DTP coqueluche, un mois minimum est requis. Ça signifie que par exemple, une personne de 25 ans ou plus tard en situation de cocooning qui a reçu par erreur en fait une dose de DTP, on peut rattraper le coup un mois après, dès un mois après, avec une dose de DTP coqueluche. Alors ensuite, on passe à François. Donc, première chose, il est âgé de 51 ans. Donc, si on commence à la page de droite avec la vaccination DTP, on voit qu'il a été primo-vacciné avec un schéma 3+1. Il a ensuite reçu des rappels de vaccination et vraisemblablement également au service militaire, j'imagine, que c'est ce que signifie SM, sachant que les vaccinations qui sont réalisées dans ce cadre, on n'en a généralement aucune trace consignée dans les documents vaccinés. Et son dernier rappel DTP date de 2008. Et enfin, si on regarde la dernière dose de coqueluche, elle remonte à 1972. Donc, il est âgé de 51 ans. Dernier appel en 2008, il avait 38 ans, ce qui signifie qu'on va lui recommander un rappel dès maintenant et le prochain à 65 ans. Ça fera bien plus de 5 ans entre deux rappels et moins de 25 ans. Et on y associera la coqueluche s'il était en situation de cocooning. Ensuite, sur la page de gauche, la mention avec succès, vraisemblablement en 1970, concerne
possiblement la vaccination contre la variole, même si c'est pas précisé. C'est une vaccination qui a été pratiquée jusqu'en 1979, hein, avant d'être arrêtée grâce à l'éradication de cette maladie. Et puis là, je voulais juste vous montrer un outil qui peut potentiellement être utile lorsqu'on trouve une mention de spécialité vaccinale qu'on ne connaît pas, soit parce qu'elles sont plus d'actualité ou bien parce qu'il s'agit de spécialités étrangères. Donc, admettons par exemple que je ne sache pas à quelle valence correspond l'Imovax au rayon. Bon, ça paraît évident avec cet exemple, mais parfois ça l'est moins. Donc, en fait, mesvaccins.net propose un glossaire qui répertorie les spécialités vaccinales qui ne sont plus commercialisées et les spécialités vaccinales étrangères. Voilà, comme là, j'ai testé pour Imovax oreillon, donc vaccin contre les oreillons, et ce vaccin n'est plus commercialisé. Voilà, donc ça peut être utile. Alors, le cas suivant, on passe à Pauline qui a 30 ans. Pour la vaccination DTP coqueluche, on voit à gauche, elle a bien eu une primo-vaccination complète avec un schéma 3+1, des rappels jusqu'en 2008. Son dernier rappel coqueluche date de 2003, c'est-à-dire qu'elle avait 12 ans. Elle avait été correctement vaccinée selon l'ancien calendrier vaccinal. Son dernier rappel DTP datait de ses 17 ans. Elle avait moins de 20 ans. Et en fait, il lui manque donc, aujourd'hui elle a 30 ans, il lui manque son rappel des 25 ans qu'on peut lui proposer dès maintenant. Donc DTP, coqueluche. Voilà. Je passe vite là-dessus parce que maintenant c'est complètement acquis. Ensuite, on peut voir qu'elle a reçu une dose unique de vaccination ROR. La vaccination ROR, pour mémoire, c'est 2 doses qui sont recommandées pour toutes les personnes nées depuis 1980 et à partir de l'âge d'1 an, et quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3 maladies. J'ajoute qu'il n'est pas nécessaire de faire des sérologies au préalable. Parce qu'en fait, c'est inutile, ça ne va pas être discriminant et donc c'est une attitude qui est pas recommandée. Même si les documents vaccinaux étaient perdus et qu'on souhaiterait rechercher une immunité post-vaccinale, les sérologies n'ont pas d'intérêt. Pour les personnes nées avant 1980, la vaccination ROR va être recommandée en une seule dose, d'une part pour les femmes ayant un projet de grossesse et non vaccinées contre la rubéole, et d'autre part pour les professionnels de santé ou de la petite enfance non vaccinés et sans antécédents connus de rougeole. Et encore une fois, sans contrôle sérologique préalable. Ce ne serait pas grave en fait de recevoir un ROR si on est déjà vacciné ou si on est déjà immunisé par une maladie ou même les trois. Il n'y a pas de danger à craindre. Donc, Pauline, elle va recevoir une deuxième dose de vaccination ROR en l'absence de grossesse en cours. Et au passage, juste pour information, on voit en dessous le ROR, on a l'Angérix B20 et ensuite Actib. Donc ça, c'est un vaccin monovalent contre l'hémophilus, juste à titre d'information. Pour la vaccination contre l'hépatite B, on voit qu'elle en a bénéficié. Avec, si on regarde rapidement, 3 doses vaccinales. Donc, on pourrait penser, si on ne regarde pas de plus près, qu'elle a reçu un schéma complet de vaccination contre l'hépatite B. Sauf que si on prête attention à l'intervalle entre les doses, mars 2010, décembre 2012, ça fait plus de 2 ans entre la première et la deuxième dose. Et ensuite, 13 décembre 2012 et 14 janvier 2013, 1 mois seulement entre la deuxième et la troisième dose. Vous savez que le schéma de vaccination classique pour l'hépatite B comporte 3 doses, 1 mois minimum entre les doses 1 et 2 et 5 mois entre les doses 2 et 3. Donc l'intervalle ici est insuffisant entre la deuxième et la troisième dose. On peut imaginer à la lecture de ce carnet et des prévisions au crayon de papier que probablement du fait que la première dose a été faite plus de 2 ans auparavant, on ait voulu recommencer à zéro le schéma de vaccination. Ce qui en fait n'est jamais nécessaire. Chaque dose déjà reçue compte.
Et il suffit simplement de compléter, quel que soit le délai, depuis la dernière dose. En fait, le seul risque à l'allongement de l'espace entre les doses, non négligeable bien sûr, c'est que la protection n'est pas optimale, voire inexistante, hein, à un moment donné, jusqu'à ce qu'on ait un schéma complet de vaccination. Bien sûr, euh, on doit, dans ce type de situation, se poser la question éventuellement du dépistage de l'hépatite B, si toutefois elle a pu être exposée, parce elle n'avait pas une protection optimale. Par contre, si l'espacement entre les doses est raccourci, c'est l'efficacité qui risque d'en pâtir. Donc, en pratique, hein, si une dose est trop rapprochée, ben, on ne va pas en tenir compte, elle ne compte pas. Pour Pauline, si elle relève d'une recommandation vaccinale contre l'hépatite B, on va lui proposer, entre guillemets, une vraie troisième dose pour terminer son schéma de vaccination. Les intervalles minimums en fait à ne pas raccourcir entre les doses d'un schéma de vaccination, c'est pour les schémas 2+1 comme pour la primo-vaccination DTP coqueluche ou la vaccination HPV, ça va être 2 mois entre la première et la deuxième dose et minimum 6 semaines, avec possibilité pour l'hépatite B de réduire cet intervalle à 1 mois. Par exemple, un nourrisson qui aurait reçu ses 2 premières doses d'hexavalent à seulement 1 mois d'intervalle, on ne peut pas passer directement au premier rappel des 11 mois. Il va lui manquer sa deuxième dose effective de primo-vaccination, qui doit être administrée 2 mois après la première, minimum 6 semaines. Donc, une deuxième dose qui serait faite à seulement 1 mois d'intervalle ne compterait pas. Ou alors, on peut aussi se dire que dans ce cas, on est obligé de passer à l'ancien schéma 3+1, ce qui revient au même en fait. En pratique, on fera une troisième dose 2 mois après la première, puis son premier rappel comme prévu sur le calendrier. Ensuite, la dose de rappel, elle devra avoir lieu 5 à 6 mois minimum après la deuxième dose, sauf pour l'HPV, où 4 mois est considéré comme suffisant. Et pour les vaccinations ROR ou varicelle, un intervalle d'1 mois minimum entre 2 doses est requis, sachant que la deuxième dose ne correspond pas à une dose de rappel, mais bien à un rattrapage pour ceux qui n'auraient pas répondu à la première. Alors, ensuite, on passe à Georges, qui est âgé de 14 ans. Donc à gauche, on voit qu'il a reçu la vaccination contre la tuberculose, qui était encore obligatoire, puisque l'obligation et la vaccination généralisée a été suspendue peu après, en 2007. Ensuite, on voit à droite que Georges a bénéficié d'une primo-vaccination complète et du premier rappel, puis un rappel en 2015 avec un vaccin diphtérie, tétanos, poliomyélite, hein, uniquement Revaxis. Ce qui peut correspondre pour lui au rappel des 6 ans. Mais vous savez qu'en fonction de l'âge, les doses d'antigènes vaccinaux vont varier. Pour la primo-vaccination et les rappels jusqu'à 6 ans, ce sont les vaccins fortement dosés en anatoxine diphtérique, tétanique et en antigènes coquelucheux qui sont recommandés. Et ensuite, pour les rappels à partir de l'âge de 11 ans, on va utiliser des vaccins faiblement dosés en anatoxine diphtérique avec des doses 15 fois plus faibles, tétanique avec des doses 2 fois plus faibles et plus faiblement dosées également en antigènes coquelucheux. Il faut savoir que ces vaccins faiblement dosés ne sont pas faits pour primo-vacciner ni pour le rappel des 11 mois, le premier rappel. Les vaccins fortement dosés, ce sont les vaccins combinés du nourrisson et le tétravalent, qui est recommandé pour l'âge de 6 ans, qui est le tétravac acellulaire, hein, sachant que son homologue, l'Inforix Tétra, est lui indisponible depuis un certain temps et pour une durée indéterminée. Et du côté des vaccins faiblement dosés en anatoxine diphtérique, on a les tétravalents prévus pour les rappels des 11 ans, des 25 ans. Et on dispose enfin d'un vaccin trivalent, faiblement dosé en anatoxine diphtérique, qui peut être utilisé en dehors des situations de cocooning pour les rappels des 45, 65 ans et plus, au-delà.
Et en fait, c'est cette dernière spécialité vaccinale que Georges a reçue pour son rappel des 6 ans, au lieu de recevoir un vaccin fortement dosé qui aurait dû comporter en plus la valence coqueluche. En fait, c'est une situation qu'on va rencontrer assez fréquemment, que ce soit par erreur ou du fait d'une situation de pénurie, des tétravalents fortement dosés, comme ça a pu arriver à différentes périodes. Et effectivement, en fait, en cas de pénurie dans tétravalent fortement dosé, la recommandation est de ne pas attendre pour le rappel des 6 ans et d'administrer à la place un vaccin faiblement dosé, mais qui doit quand même contenir la valence coqueluche, donc soit un Boostrix tétra, soit un Repevax. Et dans ce cas, le rappel des 11 ans devra être réalisé avec un vaccin fortement dosé pour rattraper le coup, si on peut dire. Dernièrement, on peut se poser, je repasse à la première page, la question de la vaccination contre le méningocoque C, parce qu'en fait, on a une vignette, une signature qui semble être apposée à côté, mais pas de date, pas de cachet. Bon, en tout cas, dans le doute de la réalité en fait de l'administration d'une vaccination ou de cette vaccination par exemple, hein, on peut être amené à la reproposer. Alors, on tourne la page du carnet et on voit que Georges a reçu 2 doses de vaccination contre l'hépatite B à l'âge de 5 ans, avec une première dose en janvier 2012, une deuxième dose en juin 2012. Et par contre, il n'a pas terminé son schéma de vaccination, il lui manque la troisième dose. Donc, on va simplement compléter. Même si ça fait quelques années depuis la dernière dose, on ne recommence pas à zéro. Chaque dose reçue compte, quel que soit le temps écoulé depuis la dernière dose. En fait, chaque dose reçue compte sous réserve qu'on ait effectivement une preuve vaccinale documentée et qui ait été respecté les intervalles minimums entre les doses. Ici, il y avait plus d'un mois pour Georges, donc c'était bon. Et sous réserve également de l'âge minimum auquel la vaccination a été réalisée, on en reparlera un petit peu plus loin, et que la dose d'antigène administrée soit suffisante pour l'âge. On va donc proposer à Georges une troisième et dernière dose de vaccination contre l'hépatite B. Et puis enfin, on voit qu'il est à jour pour le ROR avec 2 doses reçues après l'âge d'un an. Et enfin, il lui reste la vaccination contre le papillomavirus en 2 doses à 6 mois d'intervalle parce qu'il a moins de 15 ans. Et bien sûr, la vaccination Covid, si elle n'a pas encore été réalisée, au même titre que pour Nicole, François et Pauline, hein, les cas précédents, qui relèvent tous d'une recommandation vaccinale contre le Covid, puisqu'ils sont âgés de plus de 12 ans. Alors, donc maintenant, vous recevez Anna, qui est âgée de 15 mois, qui est accompagnée de sa maman. Et donc, elles viennent de déménager la maman aimerait avoir votre avis sur les vaccinations d'Anna. Donc, Anna, elle a reçu 2 doses de tétravalent fortement dosées en anatoxine diphtérique à l'âge de 4 mois et de 5 mois. Puis une dose de vaccin faiblement dosé, tétravalent également, à l'âge de 11 mois. Elle a également reçu une dose de ROR à l'âge de 11 mois. Donc, effectivement, ça ne correspond pas tout à fait à notre calendrier vaccinal. Donc là, on va se creuser un petit peu la tête. Alors déjà, rapidement, on voit qu'elle n'a pas reçu la vaccination contre l'hémophilus, contre le pneumocoque, contre le méningocoque C, contre l'hépatite B. Et puis ensuite, donc pour ce qui est de la vaccination diphtérie, tétanos, poliomyélite coqueluche, hein, de sa primo-vaccination, d'abord on voit que l'intervalle entre les doses à l'âge de 4 mois et 5 mois, ça fait seulement 1 mois entre 2 doses, est trop court pour une primo-vaccination avec un schéma 2+1. Ensuite, la dose d'antigène recommandée pour l'âge, on voit le vaccin faiblement dosé, Repevax, à l'âge de 11 mois,
C'est un vaccin qui est avec un dosage insuffisant pour la primo-vaccination. Et donc, en fait, on va tout simplement ne pas en tenir compte. Et on va proposer à Anna une troisième dose, parce qu'on va passer en fait à un schéma 3+1 de vaccins fortement dosés dès maintenant. Et puis ensuite, un premier rappel 5 à 6 mois après. Ensuite, pour ce qui est de la vaccination ROR, elle a été réalisée avant l'âge d'un an. Donc, on va quand même lui recommander 2 doses de ROR avec un mois minimum d'intervalle entre les deux. Ensuite, donc pour les vaccinations hémophilus, pneumocoque, méningocoque C, est-ce qu'on va appliquer les mêmes schémas que si elle avait été vaccinée selon le calendrier vaccinal avant l'âge d'un an? En fait, le nombre de doses nécessaires selon les vaccinations va varier en fonction de l'âge. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas été vacciné contre l'hémophilus avant l'âge d'un an, à partir de l'âge d'un an, une seule dose va suffire. Et pour le pneumocoque, ça ne va pas être 3 doses comme si elle avait été vaccinée avant l'âge d'un an, mais seulement 2 doses avec 2 mois d'intervalle entre les deux. Et pour le méningocoque C, le calendrier classique requiert une dose à l'âge de 5 mois, puis une dose à l'âge de 12 mois, avec 6 mois minimum d'intervalle entre les deux. Mais un nourrisson qui n'aurait pas bénéficié, ou un nourrisson ou un plus grand qui n'aurait pas bénéficié de la dose des 5 mois, après l'âge d'un an, une seule dose va suffire. Alors maintenant qu'on a identifié toutes les vaccinations dont notre petite patiente relève, le nombre de doses nécessaires pour chaque vaccination, on va voir comment établir le programme vaccinal de rattrapage quand on a, comme dans cette situation, de multiples injections à administrer. D'abord, on va essayer de prioriser en fonction de l'âge, de la sévérité potentielle et du risque d'exposition. Donc, avant 2 ans, les infections invasives, avant l'âge de 3 mois, la coqueluche et la rougeole en situation de circulation active, tout en essayant de limiter le nombre de consultations, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous vaccinaux. Donc, on va pouvoir prévoir 2, voire 4 vaccins le même jour, sachant que la règle générale, c'est que tous les vaccins peuvent être donnés le même jour ou avec n'importe quel intervalle. Et en fait, la seule exception va concerner 2 vaccins vivants viraux, donc par exemple ROR et varicelle, qu'on va devoir administrer soit le même jour, soit avec un mois minimum d'intervalle entre les deux. Si on fait plusieurs vaccins le même jour, on va les administrer soit dans des sites différents, soit si on est sur un même site, il faudra espacer les injections d'au moins 2,5 cm. Vous connaissez les sites d'injection privilégiés. Comme vous le savez, c'est les deltoïdes pour les enfants et les adultes et la face antérolatérale des cuisses pour les nourrissons. Je rappelle que vacciner dans la fesse n'est pas en option parce que en fait, ça expose à un double risque. Premièrement, celui de paralysie sciatique et deuxièmement, celui d'une perte d'efficacité parce qu'il y a bien plus de chances dans la fesse d'un bébé d'être dans du panicule adipeux que d'être en intramusculaire. Et enfin, à titre d'information, après une vaccination BCG, il est recommandé de ne pas vacciner pendant 3 mois sur le même membre du fait d'un risque de lymphangite. Alors normalement, la vaccination BCG est administrée sur la face externe du bras et cette précaution, du coup, elle va concerner surtout les enfants après l'âge de 2 ans ou après l'âge de la marche qu'on va vacciner non plus dans la cuisse, mais dans le deltoïde pour les autres valences. En plus de ça, on va essayer de limiter le nombre d'injections. Alors, pas en mélangeant 2 vaccins dans la même seringue, bien sûr, mais en privilégiant les vaccins combinés. Il en existe de différents. Alors, à toute fin utile, l'Inforix Hexa, si on ne le reconstitue pas, c'est-à-dire si on ne dissout pas la poudre, elle contient l'hémophilus. Donc, ça nous donne un pentavalent, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et
hépatite B, qui éventuellement peut être utile. Cela dit, ce ne serait pas dangereux d'administrer une valence hémophilus hors recommandation à quelqu'un qui n'en aurait pas la nécessité. Il existe aussi un vaccin combiné hépatite A, hépatite B, sachant que c'est la spécialité Twinrix, donc il y avait une forme enfant et une forme adulte. Le Twinrix enfant n'est plus commercialisé depuis peu, mais le Twinrix adulte a l'AMM à partir de l'âge d'1 an, avec un schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle et un schéma en 3 doses à partir ensuite de l'âge de 16 ans. Malheureusement, c'est un vaccin qui n'est pas remboursé. Si toutefois on a besoin de faire des prélèvements biologiques, que ce soit en pré-vaccinal ou en post-vaccinal, on va essayer de limiter leur nombre et de les regrouper dans la mesure du possible, tout en essayant de protéger au plus vite, ce qui implique de profiter de chaque occasion de vacciner, même en cas d'infection mineure. Une infection banale peu fébrile, par exemple des voies aériennes supérieures, n'est pas une contre-indication à la vaccination. Il n'y a pas de risque de complications de l'infection en cours augmentée par le fait d'avoir reçu un vaccin. Il n'y a pas de crainte particulière en termes de tolérance vaccinale ni d'efficacité. Beaucoup de retards vaccinaux chez le nourrisson du fait en fait des infections des voies aériennes supérieures répétées au moment de la mise en collectivité, en crèche. Donc autant il n'y aura pas de danger à vacciner un bébé qui aurait une infection des voies aériennes supérieures banale, autant retarder la vaccination du nourrisson contre les infections sévères que sont les infections invasives à pneumocoque, à hémophilus, etc. Là, ça expose un réel risque pour sa santé. Ensuite, on peut facilement espacer les rendez-vous vaccinaux de seulement 1 à 2 semaines, sous réserve, encore une fois, de ne pas raccourcir les intervalles entre les doses d'un même schéma. Et tout ça, bien sûr, dans le respect de la tolérance du patient et des parents s'il s'agit d'un enfant. Donc, si on revient à notre petite Anna, on va par exemple pouvoir lui proposer dès maintenant un vaccin hexavalent, une dose d'hexavalent, un premier vaccin 13 valent pneumococcique. On peut la revoir dans 1 semaine pour lui faire sa première dose effective de ROR, une dose du vaccin contre le méningocoque C. 1 mois après, elle aura 16 mois, on pourra lui faire sa 2e dose de RER, sa 2e dose d'hépatite B avec un vaccin monovalent. 1 mois après, donc on est à 2 mois, un tout petit peu plus du premier Prévenard 13, on va pouvoir lui faire sa 2e dose. Et ensuite, à 21 mois, son premier appel, après sa primo-vaccination, son premier appel de vaccin diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, donc pour lequel on pourrait utiliser pour diminuer le nombre d'injections Lymphorinx hexa sans reconstituer, sans utiliser la poudre qui contient l'hémophilus. Alors, on va presque terminer cette première partie documents vaccinaux avec Issa pour un dernier cas clinique sur le rattrapage et l'analyse des documents vaccinaux. Donc, Issa, il a 4 ans, il vient de Guinée. Il a des documents vaccinaux, ce qui est loin d'être la situation la plus fréquente pour les personnes originaires de l'étranger. Alors, ces documents attestent de vaccination BCG, DTP à l'âge de 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines, 3 doses, 3 doses d'OPV et enfin une dose de MCV à l'âge de 15 mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, attention aux pièges, dans les pays anglophones et dans les documents vaccinaux d'un certain nombre de pays qui relèvent du calendrier de l'OMS et du programme élargi de vaccination. P va signifier non pas polio, mais coqueluche. En fait, c'est P pour pertussis. Ensuite, OPV, ça signifie vaccin polio oral, qui est encore préconisé par l'OMS dans les rares pays où la poliomyélite circule encore et dans les pays encore exposés au risque d'importation et de propagation ultérieure de poliovirus. Et enfin,
MCV, ça signifie vaccin à valence rougeole. Donc, ce calendrier, c'est vraiment le calendrier de base qu'on va trouver dans ce type de documents vaccinaux. Après, on peut rencontrer un certain nombre d'autres abréviations dans des documents vaccinaux de pays anglophones ou hispanophones. Par exemple, IPV, il s'agit du vaccin polio injectable ou inactivé par opposition à l'OPV que ISA a reçu. PCV, c'est pour le vaccin pneumococcique conjugué. PPV 23, c'est l'équivalent de notre pneumovax, donc le vaccin pneumococcique non conjugué 23 valents. SRP, dans les documents hispanophones, c'est pour le ROR. MMR, je vous l'avais mis dans la diapo précédente, c'est pour le ROR également, mais dans les documents anglophones. VAR, ça peut être une autre abréviation pour la vaccination rougeole. Et VAA, c'est la vaccination fièvre jaune. Alors, attention, encore une fois, dans la diapo précédente, je vous ai dit que MCV, ça signifiait vaccin à valence rougeole. Ça peut également être une abréviation pour le vaccin conjugué contre le méningocoque, mais c'est plus souvent dans ce cas-là mentionné comme en dessous, MEN, complété par le sérogroupe. Si on revient au cas d'Issa, donc on voit qu'il a eu 3 doses de primo-vaccination, diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche, mais pas le premier rappel. Encore une fois, si on se contente de compter le nombre de doses, on pourrait penser qu'il est à jour, mais on se trouve ici dans un schéma de vaccination 3+1, comme celui qu'on utilisait en France avant 2013, sauf qu'il n'a pas encore reçu son premier rappel. Il faut se poser la question de l'hémophilus qu'il a reçu, donc il faut savoir qu'il relève encore d'une recommandation à son âge, mais après l'âge d'1 an, je vous ai déjà dit, une seule dose suffit et on recommande un rattrapage de la vaccination hémophilus jusqu'à l'âge de 5 ans révolu. Au-delà, on considère que ça n'est plus nécessaire parce que 95%, donc l'immense majorité des infections invasives à hémophilus, vont survenir avant l'âge de 5 ans. Il n'est pas non plus vacciné contre l'hépatite B. Donc, en fait, on va pouvoir lui proposer ces vaccinations au mieux avec des formes combinées pour limiter le nombre d'injections. Et il faudra tout de même envisager un dépistage de l'hépatite B compte tenu du fait qu'il est originaire d'une zone de forte endémie pour l'hépatite B. Ce qui n'empêche pas forcément de commencer la vaccination contre l'hépatite B. Au pire, ce ne serait pas dangereux de vacciner quelqu'un qui finalement serait soit porteur de l'infection, soit déjà immunisé. Mais par contre, méconnaître une infection par le VHB ou bien s'infecter alors qu'il s'agit d'une maladie qui aurait pu être prévenue par la vaccination, ça serait des situations qui pourraient être préjudiciables. Ensuite, donc, il a reçu un vaccin rougeole à l'âge de 15 mois. Alors pour le rattrapage, bien sûr, on va se référer au calendrier vaccinal du pays accueillant et non pas à celui du pays d'origine. Et en France, ce sont 2 doses qui sont recommandées de trivalent, qui incluent les valences rougeole, oreillon et rubéole à partir de l'âge d'1 an. Et donc, il faudra lui proposer 2 ROR complémentaires. Et enfin, il n'a pas reçu encore la vaccination contre le méningocoque C. Donc, encore une fois, l'indication d'une part et le nombre de doses va varier en fonction de l'âge, avec un calendrier usuel pour le méningocoque C qui comporte 2 doses à l'âge de 5 mois et 12 mois. Mais pour ceux qui n'en auraient pas encore bénéficié avant l'âge d'1 an, une seule dose va être recommandée avec un rattrapage pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié jusqu'à 24 ans révolus, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans moins 1 jour.
Alors enfin, est-ce qu'il relève d'une vaccination pneumocoque, du fait qu'il n'en a pas bénéficié auparavant? Donc ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois, sachant que le pneumocoque, c'est une recommandation de vaccination universelle pour tous les nourrissons, et même une obligation vaccinale, hein, comme les autres vaccinations du nourrisson né depuis 2018, mais seulement jusqu'à l'âge de 2 ans et uniquement jusqu'à l'âge de 2 ans, en dehors de facteurs de risque d'infection à pneumocoque. Au-delà de l'âge de 2 ans, il va s'agir d'une recommandation vaccinale particulière pour les personnes qui vont avoir une vulnérabilité particulière vis-à-vis des infections à pneumocoque. Alors, il faut quand même ajouter que le rattrapage vaccinal chez les migrants, petits et grands, va forcément s'intégrer dans une prise en charge globale, notamment dans le cadre d'un bilan de santé spécifique qui va comporter, entre autres, pour ceux originaires de zones d'endémie, un dépistage de la tuberculose, du VIH, des hépatites. Ils vont relever des mêmes recommandations vaccinales qu'en population générale, mais aussi de recommandations vaccinales particulières du fait d'un risque d'exposition plus élevé pour la tuberculose et les hépatites, ou du fait d'une susceptibilité plus élevée, notamment pour la varicelle, euh, avec des personnes qui vont provenir de pays à faible séroprévalence pour la varicelle, avec un âge plus tardif de la maladie, et donc ce qui, vous le savez, va être pourvoyeur de formes graves. Donc la vaccination, contre la tuberculose, elle va être recommandée en rattrapage jusqu'à l'âge de 15 ans révolu. L'hépatite B, y compris au-delà de 15 ans, va être recommandée pour les personnes provenant de zones de forte ou moyenne endémie. L'hépatite A, on a une recommandation vaccinale pour les enfants migrants non immunisés, âgés de 1 à 18 ans. Et enfin, la varicelle pour les personnes originaires de pays de faible séroprévalence, donc notamment les pays tropicaux, avec une recommandation vaccinale à partir de l'âge de 12 ans et jusqu'à 40 ans. Sachant que je rappelle que si on ne peut pas, pour quelle qu'en soit la raison, faire de bilan sanguin, même si un bilan de santé globale est vivement recommandé, ou si par exemple on a un gros risque de perte de vue, ce ne serait pas grave de vacciner contre la varicelle ou contre les hépatites une personne qui serait déjà immunisée. Le seul risque, en fait, c'est de méconnaître une infection, comme par exemple l'hépatite B, et donc les risques liés ensuite à un retard de prise en charge, entre autres. Alors, si je reviens à ISA, on peut donc ajouter une recommandation vaccinale contre l'hépatite A s'il n'était pas déjà immunisé, ce qu'on pourra vérifier par une sérologie prévaccinale. Donc l'hépatite A, on va avoir soit un vaccin monovalent, soit un vaccin combiné. Malheureusement, dans cette indication, ce sont des vaccinations qui ne vont pas être prises en charge, pas remboursées. On a parfois une discordance entre les recommandations du calendrier vaccinal et le cadre du remboursement. Alors pour ISA, par exemple, on peut au premier rendez-vous lui administrer un hexavalent, une dose de vaccin contre le méningocoque C. On va lui proposer au moins des sérologies VIH, VHB et hépatite A à titre de dépistage et prévaccinal. Et ensuite, on peut le revoir rapidement avec les résultats pour débuter la vaccination ROR, celle contre l'hépatite A s'il n'est pas immunisé, hein, en fonction de la sérologie. Et ensuite, un mois après, la deuxième dose de ROR, la suite de la vaccination hépatite B, s'il n'est pas déjà immunisé, s'il n'est pas porteur. Et enfin, 5 mois après, on peut terminer la vaccination hépatite B avec la troisième dose, hépatite A avec la deuxième dose. Il n'y a pas une seule stratégie, hein. On peut mettre en place d'autres stratégies de rattrapage vaccinal. Par exemple, si on prend le même cas, on peut lui faire un pentavalent au premier rendez-vous avec un vaccin contre le méningocoque C. Ensuite, le revoir rapidement ROR et un combiné hépatite A, hépatite B, mais qui va permettre en fait de diminuer le nombre d'injections et le nombre de rendez-vous, mais qui, je vous l'ai dit, n'est pas remboursé et qui va être
plus cher qu'un vaccin monovalent hépatite A, donc la stratégie précédente. Quand je dis plus cher, c'est plus cher pour le patient, hein, pour la famille, à charge. Et dans ce cas, en fait, 6 mois après, on pourrait déjà terminer euh, son, son rattrapage vaccinal avec seulement trois rendez-vous vaccinaux. Et ensuite, donc, on pourra le considérer à jour. Et son prochain rappel, ce sera diphtérie, tétanos, polio, coqueluche à l'âge de 6 ans et ou au moins 2 ans après le dernier rappel là, qu'on lui fait aujourd'hui. Donc ça vaut si par exemple aujourd'hui il avait 5 ans, ben, on décalerait son rappel des 6 ans à 7 ans. Alors, là on passe aux choses sérieuses. Non, c'est juste pour illustrer la suite, hein. Je vous montre des documents vaccinaux envoyés par une consoeur il y a quelque temps pour montrer les difficultés qu'on peut rencontrer parfois pour recueillir les antécédents vaccinaux, même documentés. Mais je vais vous montrer en fait quelques outils qui peuvent nous aider à interpréter des documents vaccinaux en langue étrangère. Comme ici, donc c'est des termes reliés à la vaccination, traduits en 18 langues, disponibles en ligne sur le site du CDC. Voilà, je vous ai juste mis un extrait, mais vous avez le lien en bas de la diapo pour trouver le document. Cet autre document qui contient également des éléments traduits en un certain nombre de langues, donc les noms des maladies à prévention vaccinale et également des noms commerciaux de vaccins utilisés à travers le monde. C'est un document qui a été produit par le CDC également, mais malheureusement que je ne retrouve plus sur leur site. Mais bon, je vous ai mis un lien en bas de la diapo où on peut encore trouver ce document. Mais après, je ne sais pas pour combien de temps on pourra le consulter en ligne. Et alors enfin, c'est un outil qui me paraît vraiment très intéressant et que j'ai découvert tout récemment, donc que je n'ai pas encore testé. Il est proposé sur le site du CHU de Sainte-Justine, hein, de l'Université de Montréal, avec un certain nombre de pays pour lesquels les particularités des carnets de vaccination sont répertoriées avec des exemples. Par exemple, ici, j'ai regardé pour l'Afghanistan. Donc, il est mentionné que sur les documents vaccinaux afghans, on utilise le calendrier persan. Donc, c'est bon à savoir, hein. L'année 1397 correspond à l'année 2019. Vraisemblablement, en ligne sur Internet, on peut trouver assez facilement des convertisseurs de dates pour nous aider à traduire, hein, le document. Le format de date est précisé et on a des exemples de carnets interprétés. Voilà, donc à voir à l'usage, mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes sur cet outil. Et enfin, on peut aussi utiliser des cartes postales du calendrier vaccinal français, traduit en plusieurs langues, mais ça va être plus, je pense, un support pour la consultation. Mais ça peut éventuellement aider à la traduction de documents également. Voilà, on va passer à la deuxième et dernière partie qui va être beaucoup plus courte. Donc, le cas de figure où les documents vaccinaux sont égarés, n'existent pas ou n'existent plus. Donc, ça, c'est une situation qui est vraisemblablement bien souvent traitée par le mépris, c'est-à-dire les documents vaccinaux sont perdus, bon, la personne peut-être elle doit être à jour, voilà, on passe au sujet suivant. Probablement parce que on ne sait pas toujours par quel bout le prendre et comment procéder. Euh, En fait, je vais passer beaucoup plus vite sur cette partie parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de faire un programme vaccinal en partant de rien que d'analyser des documents, même francophones, mais avec des schémas de vaccination incomplets ou biscornus, ou encore des documents étrangers qu'il va falloir traduire tant bien que mal. Et qui reposent sur des calendriers vaccinaux ou des combinaisons vaccinales différentes des nôtres. Mais et toutes ces situations en fait qui pouvaient nous laisser perplexes, mais qui, j'espère, à partir de maintenant, n'ont plus de secret pour vous. Bref, on va rentrer donc dans le vif du sujet.
Alors, vous voyez Julien en consultation et il a perdu son carnet de santé. Son médecin traitant est parti à la retraite sans lui transmettre son dossier, ni le transmettre à un confrère. Donc, Julien, il pense être à jour, avoir eu tous les vaccins. Il se rappelle avoir déjà eu la rougeole et il se rappelle avoir reçu aux urgences un vaccin il y a plusieurs années, alors il avait consulté parce qu'il s'était blessé, mais sans plus de précision. Alors, les études qui se sont penchées sur la question de la pertinence de l'interrogatoire pour recueillir les antécédents vaccinaux, elles s'accordent toutes pour dire qu'en fait, on peut pas s'y fier. Donc, j'ai pas réussi à remettre la main sur une étude que je trouvais très intéressante, mais du coup, je vais vous la raconter, mais je peux pas vous mettre la source, qui avait été réalisée dans un Cégide et qui retrouvait de mémoire que globalement, la moitié des personnes qui pensaient ne pas être vaccinées contre l'hépatite B avaient finalement une immunité post-vaccinale mise en évidence sur la sérologie. Et inversement, à peu près la moitié des personnes qui pensaient être vaccinées, bon, on ne retrouvait pas de traces sérologiques, ce qui n'exclut pas le fait d'être vacciné par contre, ni protégé. Mais en tout cas, on a en général un faible degré de connaissance de son statut vaccinal, voire une méconnaissance. Et c'est un constat qu'on expérimente au quotidien d'ailleurs, hein. Combien de patients à la question est-ce que vous êtes à jour? Oui, oui, j'ai fait tous les vaccins. Et puis quand on se penche finalement, si on prend le temps de regarder de près les documents vaccinaux, quand on en dispose, eh ben, bien souvent, il va manquer chez les jeunes la vaccination contre le méningocoque ou le papillomavirus. Chez les plus âgés, enfin chez les adultes, une dose de ROR ou un rappel de coqueluche, ou encore le pneumocoque, la grippe, dans un certain nombre de pathologies chroniques. Et dans la plupart des cas, c'est pas lié en fait à une opposition du patient ou le patient n'est pas forcément contre les vaccins, mais ça va plutôt être soit un oubli, on lui en a déjà parlé, l'ordonnance est dans le carnet de santé, mais voilà, c'est passé à la trappe, ou une négligence, soit tout simplement, et c'est quand même une situation assez fréquente, à l'absence d'informations reçues à ce sujet. Euh, dans, dans le baromètre santé 2010, plus d'un quart des personnes interrogées déclaraient ne pas connaître la nature du dernier vaccin qu'ils avaient reçu. Alors, il y a des études qui ont été réalisées auprès de publics migrants et qui retrouvaient pas non plus de corrélation entre l'anamnèse et la protection vaccinale effective, que ce soit pour soi-même ou pour ses propres enfants. Dans cette étude, auprès d'enfants migrants, il y en avait même pour qui les parents avaient rapporté que leurs enfants n'étaient pas vaccinés ou pas complètement, qui finalement avaient une sérologie tétanos post-vaccinale après une dose de rappel avec des titres particulièrement élevés, ce qui témoignait qu'ils étaient au moins déjà complètement vaccinés, voire qu'ils avaient déjà reçu plus de doses que nécessaire. Dans cette autre étude, 80% des personnes qui pensaient n'avoir jamais été vaccinées avaient finalement un titre post-vaccinal d'anticorps antitétaniques après une dose qui évoquait un antécédent préalable de primo-vaccination complète. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas surprenant. Euh, Parce que comme c'est la primo-vaccination qui est fondamentale et qui est réalisée normalement pendant la toute petite enfance, hein, qui se rappelle en fait avoir eu ou non des vaccins quand il était nourrisson. Donc, on peut être sûr en fait de ne jamais avoir été vacciné et pour autant, parce qu'en fait, on n'en a aucune trace ou aucun souvenir, et pour autant avoir été complètement et correctement primo-vacciné pendant la toute petite enfance. Et dans ce cas-là, un rappel hein, uniquement va suffire. Inversement, il y a certaines personnes qui pensent avoir reçu des vaccins alors qu'en fait, c'était un test tuberculinique ou une prise de sang. Les confusions entre les différents actes techniques ou de soins sont quand même relativement fréquentes. Et enfin, même si on se rappelle avoir été vacciné, avec quelle valence, combien de doses, est-ce que le schéma était complet? Sans documents vaccinaux, la détermination des antécédents vaccinaux effectifs va relever en fait du domaine de la voyance et pas du tout de la science. Et donc, en conclusion, le statut vaccinal déclaratif n'est pas fiable et il y a en fait que les preuves documentées
preuves vaccinales documentées qu'on va pouvoir considérer comme des informations fiables concernant les antécédents vaccinaux, à l'exception d'une cicatrice compatible avec un antécédent de vaccination BCG, comme j'en ai parlé au tout début. Et donc finalement, une personne qui n'a pas de documents vaccinaux, son statut vaccinal est incertain, inconnu. Et dans tous les cas, on va devoir le considérer comme non vacciné et non protégé. Alors, est-ce qu'il y a un risque à refaire des vaccins qui auraient déjà été faits? Eh bien non, avec une toute petite réserve pour les anatoxines diphtériques et tétaniques, avec le phénomène d'Artus, qui est une réaction inflammatoire locale importante liée à un phénomène d'hyperimmunisation. C'est une réaction qui est surtout décrite dans des situations où une personne aurait reçu un nombre important de doses avec des vaccins fortement dosés, plutôt chez l'adulte que chez l'enfant, et plutôt si les vaccins ont été administrés par voie sous-cutanée au lieu de la voie intramusculaire. Ensuite, est-ce que ce serait risqué de vacciner une personne éventuellement déjà immunisée contre une maladie? Eh bien non. Aucun risque. Par exemple, si on vaccine contre la rougeole quelqu'un qui a déjà eu la rougeole, eh bien, tout simplement, ces anticorps vont neutraliser le virus vaccinal et il va juste rien se passer. Et enfin, qu'est-ce qu'on risque en l'absence de protection vaccinale, c'est-à-dire on pense que la personne a déjà dû recevoir les vaccins, donc on ne vaccine pas. Évidemment, cette personne, elle va être susceptible vis-à-vis d'une ou plusieurs maladies qu'on pourrait pourtant prévenir par la vaccination. Donc, pour les personnes qui n'ont pas ou plus de documents vaccinaux, on va les considérer comme non vaccinés et on va déterminer de quelles recommandations vaccinales ils relèvent, toujours en prêtant attention aux indications en fonction de l'âge et au nombre de doses au schéma en fonction de l'âge. On en a déjà parlé pour l'hémophilus, le pneumocoque et le méningocoque C. C'est également le cas pour le papillomavirus, avec 2 doses à 6 mois d'intervalle entre les deux si on vaccine entre 11 et 14 ans révolus, et puis ensuite au-delà pour le rattrapage avec un schéma à 3 doses. Pour l'hépatite B, avec un schéma classique à 3 doses, mais on peut également vacciner avec un schéma à 2 doses, avec 6 mois d'intervalle entre les deux, entre 11 et 15 ans révolus, sous réserve d'une part d'utiliser la spécialité vaccinale Engerix B20, hein, c'est celle qui a l'AMM pour ce schéma à cet âge-là, et sous réserve également d'un faible risque d'exposition entre ces 2 doses. Alors, on va pouvoir s'aider de la biologie pour guider le rattrapage vaccinal, notamment quand on n'a pas de documents vaccinaux et donc pas de données sur les antécédents vaccinaux, pas de données fiables en tout cas. Parce que ça va pouvoir nous renseigner, nous donner des informations sur d'éventuels antécédents vaccinaux, mais uniquement pour le tétanos et l'hépatite B. En fait, en réalisant en post-vaccinal, 4 à 8 semaines après une dose vaccinale, un titrage des anticorps antitétaniques, et idem pour l'hépatite B avec un titrage des anticorps anti-HBS, minimum 4 semaines après une dose vaccinale également. Ça permet en fait de faire parler la mémoire immunitaire et ça va nous donner des informations sur ce qui s'est passé avant. Pour la sérologie tétanos, donc c'est important de bien la réaliser en post-vaccinal. Hein. Si on fait une sérologie tétanos, donc un titrage des anticorps antitétaniques, sans savoir de quand date le dernier vaccin, s'il y en a déjà eu, ça va juste répondre à la question de la protection vaccinale à un instant T, sans donner d'informations finalement ni sur les antécédents vaccinaux, ni sur la durée de protection. On va voir si la personne a à un instant T un taux d'anticorps circulant au-delà du seuil considéré protecteur. Mais ça nous dira pas dans 6 mois, dans 2 ans, est-ce que la personne sera encore protégée. Par contre, si on fait cette sérologie en post-vaccinal,
Donc, si on a un titre d'anticorps antitétanique supérieur à une unité internationale par millilitre, c'est une réponse anamnestique qui reflète en fait un antécédent préalable complet de primo-vaccination et on peut considérer la personne à jour et suivre le calendrier vaccinal habituel. Pour la vaccination diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, si le taux est entre 0,1 et 1, 0,1, donc ça c'est le seuil protecteur, c'est évocateur d'un antécédent de primo-vaccination incomplète qu'on va alors compléter avec une dose 6 mois plus tard. Et enfin, si le taux en post-vaccinal est inférieur à 0,1, c'est que la personne n'avait probablement jamais été vaccinée auparavant. Et donc là, on va poursuivre le schéma de vaccination pour un schéma complet de primo-vaccination. Ensuite, pour l'interprétation de l'immunité post-vaccinale en fonction du titre d'anticorps anti-HBS, donc si on fait une sérologie indépendamment, sans connaître les antécédents vaccinaux, sous réserve que l'antigène HBS et les anticorps anti-HBC soient négatifs, sinon on est dans un autre cas de figure d'infection par le virus de l'hépatite B ou d'immunité acquise. Donc, si on retrouve un taux d'anticorps anti-HBS supérieur à 100 unités internationales par litre, c'est que la personne a été vaccinée complètement et elle est considérée comme protégée à long terme. Si le taux d'anticorps est entre 10 et 100, il y a bien un antécédent de vaccination contre l'hépatite B, mais sans qu'on puisse affirmer qu'elle a été réalisée complètement. Parce qu'on n'a pas de documents vaccinaux qui l'attestent. Et on va dans ce cas-là proposer une dose complémentaire 6 mois plus tard et s'arrêter là. Et enfin, si les anticorps sont inférieurs à 10, là, on ne va pas pouvoir conclure. On ne peut pas différencier les situations où une personne n'est pas immunisée d'une autre situation où la personne a bien une immunité post-vaccinale en mémoire, mais sans trace visible, car elle a perdu, on peut les perdre avec le temps, ces anticorps anti-HBS circulants. Ce qui n'empêche pas pour autant, pour ce qui est de l'hépatite B, d'être quand même protégé. Donc, pour pouvoir faire la distinction entre ces deux situations, on va faire une dose vaccinale pour contrôler les anticorps anti-HBS en post-vaccinal, au moins 4 semaines après. Et en fonction du titre d'anticorps anti-HBS en post-vaccinal, on devra compléter ou non le schéma de primo-vaccination, le schéma de vaccination, pardon. Enfin, pour ce qui est de l'apport de la biologie, on pensera à l'intérêt des dépistages, notamment du VIH et de l'hépatite B. L'hépatite B avec les 3 marqueurs antigènes HBS, anticorps anti-HBC, anticorps anti-HBS, si on veut un dépistage, donc soit en pré-vaccinal, soit en post-vaccinal. Et on va pouvoir également, dans les cas où c'est indiqué, rechercher une immunité contre la varicelle, c'est-à-dire pour les adolescents à partir de 12 ans et les femmes en âge de procréer qui n'auraient pas d'antécédents connus de varicelle, ou bien également chez les migrants âgés de 12 à 40 ans, hommes et femmes, originaires de pays de faible séroprévalence pour la varicelle et sans antécédents notables de varicelle, dans l'idée de leur proposer la vaccination s'ils ne sont pas immunisés. On va pouvoir aussi rechercher une immunité contre l'hépatite A chez les enfants migrants à partir de l'âge de 1 an et jusqu'à 18 ans dans l'idée de leur proposer la vaccination s'ils ne sont pas déjà immunisés. On en a déjà parlé avec le cas d'Issa. Est-ce que d'autres sérologies peuvent être utiles dans le bilan prévaccinal ou pour la recherche d'antécédents vaccinaux ou d'immunité? Alors, la sérologie diphtérie, elle est chère, elle n'est pas remboursée, elle n'est pas très fiable et en plus, elle va être inutile parce que la vaccination diphtérie, elle est toujours associée au tétanos. Donc, le titrage des anticorps antitétaniques en post-vaccinal va pouvoir être extrapolé à l'évaluation des antécédents vaccinaux contre la diphtérie. Ensuite, pour ce qui est de la poliomyélite, c'est également une sérologie qui est chère, qui n'est pas remboursée et qui n'est pas très fiable non plus. Et enfin, pour ce qui est des sérologies rougeole, rubéole et oreillon,
C'est des sérologies qui sont chères également, même si elles sont remboursées, sachant qu'il n'y a aucun risque à administrer un ROR à une personne qui serait éventuellement déjà immune, soit par la maladie, soit par le vaccin. D'autant qu'on a seulement un vaccin trivalent qui est disponible. Hein. On n'a plus de vaccin monovalent, rougeole, rubéole ou oreillon. Et en plus, pour la sérologie rougeole, on n'a pas de corrélat de protection. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des IgG rougeole positives qu'on est protégé contre la rougeole. Et pour la sérologie rubéole, on peut très bien avoir une sérologie négative et pour autant avoir une mémoire immunitaire post-vaccinale. Par exemple, quelqu'un qui a 2 doses de ROR documentées, ça ne sert à rien de faire une sérologie rubéole parce qu'elle peut être négative et pour autant, ça ne remet pas en question la protection vaccinale. Et on ne va pas proposer de doses complémentaires dans ce cas. Donc, en fait, toutes ces sérologies, elles sont inutiles et non recommandées. Elles n'ont pas de place dans la stratégie du rattrapage vaccinal. Alors, si on revient à Julien, qui a perdu son carnet de santé et son médecin traitant, qui pense avoir eu tous les vaccins dans l'enfance, qui aurait déjà eu la rougeole, qui aurait eu un vaccin il y a quelques années dans un contexte de plaie, donc potentiellement un rappel de vaccination antitétanique. Cela dit, il faut savoir que jusqu'à récemment, on disposait d'un vaccin monovalent antitétanique qui était utilisé dans un certain nombre de services d'urgence en prévention du tétanos, sans y associer les autres valences, diphtérie, poliomyélite, plus ou moins coqueluche. Donc, dans tous les cas, on va proposer à Julien un rappel vaccinal avec un DTP coqueluche, faiblement dosé, puisque c'est un adulte. Et 4 à 8 semaines après, on peut faire une sérologie de tétanos pour évaluer en fait ses antécédents vaccinaux préalables et certainement, possiblement confirmer le fait qu'auparavant, il avait été vacciné complètement et qu'il est à jour. Si on ne fait pas de prélèvement sanguin, on peut aussi lui proposer de faire un semblant de primo-vaccination. Avec un DTP coqueluche, 2 mois après un premier rappel et 5 à 6 mois après, enfin 2 mois après une deuxième dose et 5 à 6 mois après un premier rappel. En se rappelant quand même le paradoxe suivant, c'est que les vaccins faiblement dosés de l'adulte n'ont pas l'AMM pour la primo-vaccination. Et ils sont très certainement insuffisants pour primo-vacciner correctement, et que d'un autre côté, les vaccins fortement dosés du nourrisson et de l'enfant n'ont pas l'AMM chez l'adulte. Bon, voilà. Après, il faut qu'on se débrouille avec ça. Ensuite, on va lui proposer la vaccination ROR. Il a 30 ans, il est né après 1980, donc 2 doses de ROR avec 1 mois minimum d'intervalle entre les deux, même s'il avait déjà reçu finalement ces 2 doses, et même s'il a déjà eu la rougeole. Il peut être immunisé contre la rougeole, mais pour autant, les oreillons, la rubéole, non. Et la vaccination Covid, bien sûr, s'il n'avait pas encore reçu. Et ensuite, en fonction de son terrain, de son mode de vie, on pourrait être amené à lui proposer d'autres vaccinations s'il relève de recommandations vaccinales particulières. S'il avait eu moins de 25 ans, on lui aurait recommandé la vaccination contre le méningocoque C. S'il avait eu moins de 20 ans, la vaccination papillomavirus. Et ça, même s'il les a peut-être finalement déjà reçus auparavant. Alors enfin, je crois que c'est le dernier cas clinique. Donc 30 ans également, un jeune homme également, Ibrahim, qui est originaire du Mali. Il n'a pas de documents vaccinaux, il ne sait pas s'il a déjà été vacciné. Quand on lui pose la question d'un éventuel antécédent de varicelle, il ne voit pas bien ce que c'est, il ne connaît pas, même si on lui montre des photos, bon, ça ne lui parle pas. Oui, il a déjà eu des boutons, des démangeaisons, mais voilà, ça ne lui parle pas particulièrement. Le rattrapage vaccinal chez les migrants sans documents vaccinaux,
c'est un sujet à part entière, et d'ailleurs qui occupe une grosse partie de notre activité au centre de vaccination. Mais finalement, c'est une situation qui n'est pas si compliquée qu'elle en a l'air, parce que sans documents vaccinaux, avec un interrogatoire concernant les antécédents vaccinaux souvent pauvres, en tout cas, rien qui va permettre de déterminer les antécédents vaccinaux. On va, comme dans toutes les situations précédentes, déterminer les recommandations vaccinales, le nombre de doses en fonction de l'âge, les recommandations particulières, avec une attention particulière pour les personnes originaires de zones d'endémie ou les situations de précarité, pour le VIH, la tuberculose, les hépatites et la varicelle, on en a déjà parlé. Euh, alors, on peut trouver des outils en ligne qui peuvent nous donner des renseignements sur les différents programmes vaccinaux par pays, comme par exemple ici sur le site de l'ECDC, où on peut consulter les calendriers vaccinaux des différents pays européens, ou sur le site de l'OMS. Là, on peut trouver par pays des données d'épidémiologie des maladies à prévention vaccinale, le calendrier vaccinal en vigueur et des données de couverture vaccinale, comme par exemple, je vous montre ici le cas du Mali. Il est originaire du Mali. Mais finalement, ça va être des informations qui vont être intéressantes sur le plan intellectuel, mais qui, au niveau individuel, ne vont pas du tout nous permettre de déterminer qui est à jour de ces vaccinations, qui ne l'est pas, qui n'a jamais été vacciné, et si la personne a déjà été vaccinée, quel vaccin, quelle valence, combien de doses. Alors finalement, Ibrahim, on va lui proposer une dose de vaccination diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, et minimum un mois après, on va pouvoir titrer les anticorps antitétaniques post-vaccinaux pour essayer d'avoir une idée de ses antécédents préalables de vaccination. On pourrait également, si on ne se sert pas de la sérologie tétanos, lui proposer une primo-vaccination, entre guillemets, complète. Il relève également de la vaccination ROR, 30 ans, il est né après 80, donc 2 doses de ROR, un mois minimum d'intervalle entre les deux. Les contre-indications, ça va être une immunodépression, donc il est de bon goût de lui faire une sérologie VIH avant, et une tuberculose active non traitée. Donc pareil, il faudra penser au dépistage de la tuberculose, sachant que, petite réserve, la HAS, dans ses recommandations sur le rattrapage vaccinal de 2019, euh, euh, indique qu'en l'absence de symptômes évocateurs d'une immunodépression ou d'une tuberculose maladie, euh, il n'est pas recommandé obligatoirement d'attendre les résultats pour vacciner contre le ROR. Cela dit, je pense qu'on a tous eu des patients, par exemple VIH, avec une immunodépression profonde et pas forcément encore symptomatique. Donc, bon, moi, je serais pas très à l'aise de ne pas attendre la sérologie VIH ou un TROD VIH, c'est possible également, ce qui permet d'avoir le résultat tout de suite, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de risque de contamination dans les 3 mois précédents. Et puis enfin, il va relever de recommandations vaccinales particulières. On pensera à la vaccination contre l'hépatite B et contre la varicelle en fonction de son statut sérologique qu'on pourra évaluer au préalable. Donc, par exemple, on peut dès maintenant le vacciner avec un tétravalent faiblement dosé en anatoxine diphtérique, lui proposer un bilan avec des sérologies VIH, hépatite B, rechercher une immunité contre la varicelle, une radiographie pulmonaire pour le dépistage de la tuberculose maladie, mais tout ça au sein d'un bilan de santé de dépistage plus large, qui va inclure notamment l'hépatite C, la recherche de parasitose et entre autres.
4 à 8 semaines après, on pourra lui faire une sérologie tétanos. Si besoin, si on n'a pas trop de crainte de le perdre de vue et si le prélèvement sanguin ou les prélèvements sanguins répétés peuvent lui poser problème, on peut regrouper l'ensemble du bilan sanguin 4 semaines après la première dose vaccinale. Et puis ensuite, on pourra lui proposer la vaccination ROR en 2 doses et plus ou moins la varicelle, l'hépatite B, la vaccination des TP à compléter selon ses sérologies, tétanos, hépatite B et varicelle. Voilà, donc si on retenait que quelques messages de tout ça, c'est qu'on ne recommence jamais à zéro, chaque dose reçue compte, sous réserve, je le rappelle, qu'on ait des preuves vaccinales documentées, que l'intervalle minimum entre les doses ait bien été respecté, que la personne ait reçu une dose d'antigène suffisante pour son âge et que l'âge minimum auquel la personne a été vaccinée a été respecté également. Ensuite, si on n'a pas de documents vaccinaux, on considère que la personne n'est pas protégée, pas vaccinée. En fait, il n'y a pas de risque à revacciner une personne qui serait éventuellement déjà immune versus les risques en l'absence de protection vaccinale. Et je terminerai sur l'importance de la traçabilité. On peut conseiller des petits trucs à nos patients, par exemple prendre en photo les pages vaccination du carnet de santé ou du carnet de vaccination et les conserver sur son smartphone ou dans un dossier en ligne ou se les envoyer par mail ou encore les garder sur une clé USB. Et on peut également penser à se mettre au carnet de vaccination électronique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez avoir plus d'informations et pour répondre aussi à d'éventuelles situations futures en vous référant encore et toujours au calendrier vaccinal. Pour le rattrapage vaccinal, on a des recommandations HAS qui sont sorties enfin en 2019 avec des fiches synthèses distinctes, une pour la population générale, une pour le rattrapage spécifiquement chez les migrants, et pour chacune de ces 2 fiches, des exemples très, très concrets. Et puis, un article d'Infovac qui est disponible sur leur site, qui reprend également toutes les subtilités, trucs et astuces utiles au rattrapage. Et puis, si vous avez des questions par rapport, comme je vous l'ai dit, à cette présentation ou sur des situations que vous rencontrez, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail en passant par le secrétariat du CFPD. Et donc, je vous souhaite de bonnes vaccinations et une bonne continuation.